Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans la grande tribune de ce jeudi 19 janvier 2023. Merci de l'honneur que vous nous faites de suivre donc cette émission. Et bien aujourd'hui, nous allons nous étendre sur deux questions d'actualité. On va parler premièrement des résolutions du mini-sommet de Luanda. Kinshasa a fait un communiqué hier dans lequel il dénonce le non-respect de ces résolutions, notamment par le Rwanda et le M23. Deuxième sujet, on va parler de l'enrôlement des électeurs dans la zone opérationnelle dans l'aire ouest, 10 provinces qui sont concernées à plus ou moins une semaine de la fin de l'enrôlement de ces électeurs. Est-ce que un glissement ou un dépassement du mois prévu pour l'enrôlement peut-il préjudicier à l'ensemble du processus électoral, ou même du calendrier électoral? Voilà les questions d'actualité que nous verrons ce matin. L'actualité reste également dominée par ces informations. L'ONU qui annonce avoir découvert près de 50 morts dans des fosses communes à Nituri. Et puis le gouvernement de la République dit constater, je l'ai dit tantôt, que les terroristes du M23 devaient et les autorités rwandaises qui les soutiennent n'ont pas une fois de plus respecté leur engagement au mépris total de la communauté d'Afrique de l'Est, CIA en anglais. Kinshasa prend acte du refus donc de Kigali de cesser son soutien au M23, refus de soutien au M23 et se dit prêt à défendre par tous les moyens. Enrôlement des électeurs, la CENCO et l'SCC publie le rapport donc à mi-parcours de cette opération. Je suis ici avec deux invités, tendance opposée. Pour le moment, Maître Ngoma qui est de Nouvel Élan. Bonjour Maître Ngoma et merci beaucoup d'être avec nous pour la première fois en 2023. Merci beaucoup Monsieur Dan. Également, je veux me quitter de ces devoirs, celui de dire encore un coucou à mon estimé confrère, à qui j'ai l'habitude de partager pas mal de plateaux. Oui. Et à tous les téléspectateurs, les militants de Nouvel-Élan, je vous souhaite excellente année 2023. Est-ce que vous avez une question d'actualité que vous souhaitez commenter parmi les sujets que j'allais présenter tantôt là? Non, bon, s'il faut commenter l'actualité, c'est seulement dénoncer cette façon de faire de M. Ngobila qui nous gère très mal la ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, il y a une structure qui a plébiscité la ville de Kinshasa et qui a été répertoriée parmi 25 villes au monde le plus sale. Mais aujourd'hui, la ville de Kinshasa est plébiscitée parmi les 5 villes plus beau, très propre dans le monde. Et là, je dis que ça, c'est nous vendre le vent. Ce n'est pas la réalité. Et tous, nous savons comment toutes ces structures fonctionnent. Voilà, il faut mettre un peu la monnaie, comme ça, on va traiter l'information taillée sur mesure, justement pour séduire l'opinion et manipuler les cerveaux. Vous voyez? Or, ici, la réalité des choses, c'est nous les Kinois, c'est nous qui vivons dans la ville-province de Kinshasa, c'est nous qui palpons du doigt à la réalité de Kimbo Peto qui est jusque-là un slogan. Donc, ici, j'en appelle à la conscience collective de tous les Kinois que
lors des élections futures de 2023, cette assemblée provinciale, on doit la nettoyer, la vider complètement. Parce que c'est une assemblée provinciale qui n'arrive pas à faire son boulot correctement. Vous avez M. Godempoyi qui est le président de cette assemblée nationale, qui lui-même s'est fait passer porte-parole et le défenseur de monsieur le gouverneur de la ville. Et donc, cette façon de faire, cette attitude, moi je les dénonce, et ça c'est de l'irresponsabilité politique, j'ai dit. Merci beaucoup, Maître Ngoma. Maître Bazin Pembe, ça fait longtemps qu'on vous a aussi reçu ici sur notre plateau. Merci beaucoup d'être avec nous aussi en 2023. C'est un plaisir partagé. J'aimerais aussi réciproquer les remerciements à mon co-débatteur en face. C'est un frère, un ami avec qui nous partageons. Un confrère c'est un confrère aussi. Mais nous ne sommes pas dans les plateaux de télévision en nos qualités d'avocat parce que la déontologie nous l'interdit. Oui, mes coucou aussi à mon frère Ngoma et à ceux qui vont nous suivre. Évidemment à vous, j'aimerais faire un mea culpa, m'excuser. Vous m'aviez invité plusieurs fois. On est en déplacement, on est dans les audiences. Nous sommes appelés à nous acquitter de certains devoirs parce que les exigences professionnelles aussi nous appellent à être aux côtés de nos clients à chaque instant, à chaque moment. D'accord. Merci beaucoup, Maître Bazin Pembe. Je vais lire cette mise au point du ministre. J'avais aussi un sujet pas particulier. Vous voulez présenter. Allez-y. J'aimerais ici, de manière officielle, annoncer à mes frères de décaisser que l'enrôlement va commencer à décaisser à partir du 25. Je suis en train de me préparer pour venir à décaisser, pour s'enrôler. Je dois pas. C'est où déjà? Décaisser, c'est dans les Kasaï, à Chikapa. Nous sommes de là. Moi, je suis de là. Je serai candidat dans les contrées. Je suis en train de venir. Mais à part le fait pour moi de s'enrôler, je dois aussi lancer des travaux. Il y a un marché ultra moderne que je dois construire en Deketse parce que sur fonds propres. Oui, sur fonds propres parce que les matériels sont déjà là. Il y a une route de 80 km que je dois lancer les travaux. Les objets sont déjà sur place. Ça, c'est la route Deketse Bololo jusqu'à Yassa. Le grand marché sera à Dekesse, centre. Et il y a aussi une route du Congo que je dois aussi lancer les travaux sur fonds propres. Sous fonds propres. Oui, il y a aussi, toujours dans la logique d'accompagner le président de la République, j'ai déjà envoyé aussi des matériels qui sont déjà sur terrain pour lancer Dekesse Bopeto. Donc, tous ces objets sont déjà sur terrain à Dekesse. Donc, je viendrai me faire enrôler. Après l'enrôlement, je vais relancer les travaux parce que je vais redorer l'image de Dekesse dans l'amour, dans la fraternité. Vous êtes assez fort, hein? Vous avez des actions de charité. Ces genres d'actions, c'est de l'apanage du gouvernement provincial, voire même national. Mais vous, en tant que vous, individuellement, vous lancez ces travaux. Je suis un digne fils de là. Je suis appelé à redorer l'image dans l'amour, dans la fraternité. Il n'y a rien d'orgueil à moi. Donc, j'ai une vision pour mon territoire à moi. Merci beaucoup. On va lire cette mise au point rapidement de l'autorité morale du parti politique CDR et du regroupement politique coalition des démocrates Code Jean-Lucien Boussa Tongba. Je vais lire rapidement cette mise au point en rapport avec les propos dits discriminatoires attribués donc à Jean-Lucien Boussa par ses adversaires politiques, écrit-il. J'ai l'honneur de porter à l'attention, j'ai l'honneur de porter à la meilleure attention de l'opinion nationale et internationale qu'à la suite de la publication du calendrier électoral du 29 novembre 2022 par la CENI, j'ai effectué en date du 4 au 11 janvier 2023 une descente dans les provinces du Nord Ubangui et Sud Ubangui en vue de me faire enrôler. Profitant de l'occasion, j'ai passé le message ci-après à la population
appel à l'enrôlement massif et l'appropriation du processus électoral, appel à l'unité et à la solidarité aux fins de combattre la pauvreté, appel au soutien de tous à la candidature de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, aux élections de décembre 2023. C'était fait. Informés de l'ampleur des préparatifs de mon accueil, les militants et cadres du mouvement de libération du Congo MLC, parti politique concurrent au courant des démocrates rénovateurs, CDR, mon parti, ont programmé et perpétré les actes inciviques et criminels suivants. Premièrement, production et distribution des tracts sous lesquels étaient mentionnées les menaces criminelles dès mon arrivée à Guébena le 4 janvier 2023, confère rapport des autorités politico-administratives et des services de sécurité. Deuxièmement, lapidation des militants du CDR au siège fédéral, dont 4 blessés par des inciviques proches du MLC, dont 2 d'entre eux ont été interpellés par la police nationale congolaise le 4 janvier 2023 après mon meeting populaire à la place Kermesse. Troisièmement, attaque et incendie criminel du siège fédéral du CDR par les militants du MLC conduit au lieu du crime par l'honorable Sido Penze, député provincial MLC. Quatrièmement, agression barbare des étudiants venus participer à la conférence que j'ai animée à leur demande à la paroisse Sainte-Élisabeth de Guébena sous la zone de libre-échange continentale africaine. Peu avant mon départ pour Kinshasa, le 11 janvier 2023, ils ont tapé, blessé les étudiants, cassé les chaises, tables et fenêtres et emporté certains biens des étudiants, confère déclaration des étudiants. Je tiens par ailleurs à relever à l'attention de tout le monde que le 4 janvier au matin, le major Jean-Benoît Ndalabeka Itongo, ancien de l'armée de libération du Congo MLC, ancien garde rapproché du président national du MLC, arrivé à Guébena sans feuille de route ni ordre de mission sous une fausse identité, a été arrêté le 4 janvier 2023 par les services de sécurité. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a informé le gouvernement de l'enquête ouverte à charge du précité pour avoir voulu attenter à ma vie lors de ma tournée dans le territoire de Boudjala, précisément dans le groupement de Likao. L'arme de guerre et des munitions dont il se serait servi pour commettre son forfait ont été saisies depuis le 10 janvier 2023 par les services compétents. Il s'agit de l'arme et munitions cachées depuis la fin de la rébellion menée par le MLC. J'en viens. Comme cela ne suffisait pas, mes adversaires politiques voulant porter atteinte à ma crédibilité au niveau national et international, m'ont collé des propos discriminatoires, racistes et séparatistes que je n'ai jamais tenus. Pour ce faire, M. Stanis Boujakera Chamala, journaliste reporter à Jeune Afrique, Reuters et Actualité.cd, pour des raisons inavouées et sans vérification rigoureuse préalable, a affirmé dans son tweet déclencheur de la campagne de diabolisation du 12 janvier 2023, dans lesquels il m'attribue les propos dont tout celui dont le père n'est pas congolais est notre ennemi. Traduit en lingala, cette phrase s'écrirait de la manière suivante. Oyoyon so tata nae azali congolais te azali monguna nabiso. J'affirme avec force que ces propos sont miens. Ils ont été créés en dehors du contexte pour m'exposer au mépris de l'opinion nationale et internationale, et ce, pour des raisons politiciennes. Il en découle que mes adversaires politiques ayant échoué à la démobiliser la population et à porter atteinte à mon intégrité physique, ils se sont rabattus par le biais d'une machination à vouloir me décrédibiliser dans l'opinion et espérer ainsi obtenir l'adhésion populaire qu'ils n'ont plus depuis un certain temps. Ainsi, je voudrais rappeler à l'opinion nationale et internationale que mon parti politique CDR et moi-même défendons le principe et à bon droit légitime de la double nationalité. Il en découle que les propos séparatistes que le MLC, avec ses journalistes recrutés pour le besoin de la cause, pour ternir mon image dans l'opinion publique,
publics nationales et internationales sont montées de toutes pièces et à des fins politiciennes. Le vrai problème étant celui de la guerre de leadership qui se livrent les deux acteurs sur les terrains, à savoir le leader du MLC, Jean-Pierre Bemba, et celui du CDR, Jean-Lucien Boussa, tous pourtant membres de l'Union sacrée de la nation. Voilà cette mise au point présentée par le CDR en rapport avec ses propos qualifiés de discriminatoires, racistes et séparatistes. C'était un peu long, mais voilà, il fallait qu'on puisse le faire. Alors, une petite réaction par rapport à cette mise au point. Je commence avec qui? Vous pouvez commencer. Maître Bazin. Merci beaucoup pour la parole. Lorsque nous lisons tous les dispositions constitutionnelles de la République démocratique du Congo, la Constitution en vigueur, la Constitution interdit formellement la discrimination raciale, tribale, népotisme, même clientélisme. Le Congo se veut aujourd'hui un pays démocratique où nous regorgeons 700 partis politiques. Donc le pluralisme politique en République démocratique du Congo est autorisé. Okay. Et dans un État qui se veut démocratique, nous sommes appelés à nous supporter les uns et les autres, mais de laisser les champs libres à la démocratie. Nous tendons bien sûr vers les élections. Il y aura des guerres de gauche à droite, il y aura les guerres des leaderships qui vont certainement se déclencher. Mais on doit nous dire, nous, acteurs politiques, et même nous, leaders d'opinion, que nous sommes appelés à sensibiliser le peuple congolais à la vigilance, à la tolérance et à une unité mutuelle. Nous avions intérêt à redorer l'image de la République démocratique du Congo qui a été ternie dans le monde, un pays de conflits où on tue, où on massacre, où l'expression démocratique n'est pas acceptée, où, comment on dit, l'état des droits, non, pas l'état des droits, je voulais dire, les droits humains ne sont pas respectés. On est appelé à conjuguer nos efforts, à orienter nos idées vers là. J'ai suivi les messages de Jean-Lucien Boussa. Il faut aussi comprendre que il y a certains journalistes, à l'occurrence les journalistes qu'ils ont cités là à l'intérieur, Sani Boujakira, Chamala, il n'est pas en train d'œuvrer pour l'Union sacrée. Et il est aussi... C'est l'exercice de son métier, il rapporte les faits. Les journalistes sont en politique. Je l'ai dit, Boujakira n'a jamais œuvré pour l'Union sacrée. Et Boujakira est utilisé encore de plus par certains acteurs de l'Union sacrée pour ternir les images de certains acteurs politiques. Ce qui s'est fait à cette guerre entre Jean-Lucien Boussa et Jean-Pierre Bemba, je peux qu'appeler ces deux leaders, harmoniser des vies parce que nous tendons vers les élections, nous ne voulons pas avoir de pertes en vies humaines en République démocratique du Congo. Vous voyez, ce qu'il y a aujourd'hui à l'est du pays, c'est que nous avions vécu avec Kamwenan Sapou, nous avions vécu avec Nyele et récemment à Kwamunt. Donc on a intérêt à enterrer l'arrache de la guerre. Tous ces guerres ne serviront à rien à la République démocratique du Congo. C'est les petits conseils que je peux donner. Merci beaucoup, Maître Bazin Pembe. Votre point de vue, Maître Ngoma, sur cette mise au point de Jean-Lucien Boussa. Oui, moi je veux interpeller tout simplement la classe politique et surtout les leaders politiques de nos partis politiques de se retenir et de se contenir. Pourquoi? Parce que notre pays, nous sommes une nation. Nous sommes une nation parce qu'il y a eu cette volonté de vivre ensemble. Plus de 400 et quelques tribus que regorge la RDC. Tous nous avons la même patrie. Et c'est à nous, le politique, de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut tenir comme discours face à ses camarades, face à sa base. Okay. Vous voyez, très souvent, ce genre de comportement arrive au virage des élections. Il y a des tensions comme ça qui montent. Alors que nous, les acteurs politiques, nous les hommes politiques, nous devons travailler et œuvrer pour la cohésion nationale et l'unité nationale. Et ici, j'en appelle et j'interpelle tout le politique de pouvoir favoriser ce que nous appelons l'unité nationale
et ça ne sert à rien de se tirailler entre nous. Et cette question même aujourd'hui qui a tendance à créer des frustrations, des fissures, la question du père et congolais, du père et de mère, et moi j'ajoute même du père et de mère et des enfants, mais c'est une question éminemment importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est un grand débat, mais ce débat ne pas animé dans des grands salons, n'est pas discuté dans des plateaux sérieux, pour donner encore plus de substance à cette loi, pour étoffer encore davantage cette loi. Vous voyez, mais c'est là, les gens doivent aussi comprendre que la loi, des fois, elle est aussi discriminatoire, mais dans un sens positif, justement pour recadrer et organiser la société. Et donc, ici, une fois encore de plus, je demande à la classe politique et surtout à nos leaders politiques d'être vraiment vigilants et de se contenir. Merci beaucoup, Maître Ngoma. La question sur l'ordre de père et de mère, en tout cas en cette période ici, elle n'est pas la bienvenue. Elle crée vraiment des tensions. On se dira que c'est pendant cette période-là que nous avons connu certaines résolutions des tensions entre certaines communautés tribales. Non, vous ne pouvez pas d'un coup comme ça exclure une question non, c'est une question que je pose. D'importance. Est-ce que parce que nous allons aux élections, il y a des candidats qui peut-être ne sont pas congolais de père et de mère, mais qui sont peut-être dans la course électorale. Quand cette loi peut-être pourrait être présentée, elle peut peut-être faire l'objet de la résolution des tensions tribales, peut-être. La proposition faite par certains acteurs politiques était très importante. Mais la façon dont on l'a présentée en indexant les individus, c'est ce qui a créé des frustrations dans la classe politique. Et nous sommes sortis de la problématique de la loi sur la congolité. Et les gens ont su comment déformer la situation. Mais c'est une loi d'importance capitale. Nous avions intérêt. Nous sommes dans ces plateaux de télévision. Je vois mon frère Ngoma, jeune. Idem aussi avec vous. On a intérêt à sécuriser notre patrimoine national, qui est la République démocratique du Congo. Nous allons en parler le 17 janvier, lorsque AFDEL est entré ici. On a cru accueillir Musée seul, parce qu'il venait avec un slogan « Libérer la République démocratique du Congo » prise en otage pendant 32 ans. Mais alors que derrière Musée n'était pas seul, il était accompagné des étrangers. Ils sont en train de parler ici des Rwandais, les Ougandais et même certains qui l'ont accompagné. Ils sont venus en République démocratique du Congo. Nous, on croyait que c'était une guerre de libération, mais ils nous ont infiltrés. Et jusqu'à aujourd'hui, nous demeurons dans cette infiltration. Ça nous cause préjudice, énormément préjudice, incalculable même. Et si nous ne tirons pas attention avec la question de livrer, de donner la République démocratique du Congo à certains incontrôlés, les hybrides, nous allons hypothéquer notre avenir politique. Loin de moi l'esprit de la politique, mais je suis en train de réfléchir comme un patriote. Nous allons hypothéquer la République démocratique du Congo si nous acceptions que certains hybrides prennent les dessus ou bien prennent les contrôles de la gestion de notre pays. Lorsque vous lisez la Constitution de la République démocratique du Congo, certaines dispositions constitutionnelles verrouillent la question, la problématique. Sur la question de la nationalité, la Constitution est claire. La nationalité congolaise est exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment aux autres nationalités. Et donc, si vous avez en vous la nationalité congolaise, vous ne pouvez pas avoir une autre nationalité, être brazzavilloise, être angolais. Là c'est au niveau des origines. C'est-à-dire, vous avez deux parents qui sont congolais tous les deux. Ça, c'est au niveau des origines que cette loi... Alors,
le fait que quelqu'un n'ait un parent qui ne soit pas congolais d'origine, par exemple, il peut être angolais, zambien, français, américain, mais qui a un autre parent qui est congolais. Cette personne-là, où est le mal si cette personne-là prétend ou a des ambitions présidentielles, par exemple? Oui, lorsque la proposition est venue d'insérer les Congolais de père et de mère, ça valait la peine. Oui, nous avions aujourd'hui dans la République démocratique du Congo les gens pareils, comme vous l'avez soulevé. Mais on doit comprendre, ne pas aller vaille que vaille. Il faut examiner à fond la situation. Je vis un débat dans les réseaux sociaux, certains disent que nous avions certains Congolais ici qui sont des métis. Mais nous ne parlons pas, la question de la nationalité n'est pas liée à la peau. À la couleur de peau. Non, la question de la nationalité, c'est lié aux origines. Ce n'est pas la question de la peau. Certains ont cité Ada Bombole, certains ont cité Abé Dachou, qu'ils sont des Midaka. Non, nous ne sommes pas là. Nous, on s'en tient à l'économie de l'article 10, si je ne me trompe pas, de la Constitution, de père et de mère. La nationalité congolaise ne peut être détenue concurremment aux autres nationalités. Quelqu'un a obtenu une nationalité congolaise. Il a obtenu la nationalité zambienne. Il a obtenu la nationalité brazzavilloise. Il a obtenu la nationalité angolaise. Donc, nous devrions accepter, parce qu'il exerce ses activités économiques en République démocratique du Congo, il a des moyens, il a grandi, il a étudié au Congo, et nous allons accepter de prendre, de donner à cette personne la présidence, être le premier citoyen des Congolais. Non, ça c'est un risque énorme, et on a intérêt à sauvegarder cette loi. Merci beaucoup, mais il n'est pas encore adopté jusque-là. Non, moi je m'attelle à la Constitution, la proposition, nous l'attendons. Maître Ngoma, votre point de vue sur cette question? Oui, mais mon estimé confrère est allé dans la logique de notre Constitution. Vous voyez? Mais moi maintenant, je vais essayer de soutenir cette proposition de loi. Parce que la dite proposition de loi vient juste verrouiller le haut poste si prestigieux, la présidence de la République. Mais ça donne encore davantage. Vous pouvez être postulé comme étant bourgmestre, sénateur, tout ça, mais sauf la présidence de la République. Et là, c'est positif pour nous. Il n'y a pas un caractère discriminatoire là-dessus, non. Pourquoi cela? Et moi, je vais aller même plus loin, même dans l'administration. Vous pouvez travailler dans l'administration, mais à un moment, à un niveau, vous ne pouvez pas accéder. C'est notre pays, nous devons le protéger. Et c'est l'unique moyen de protéger notre pays. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays post-conflit. La crainte, c'est quoi? La trahison Mais la crainte, c'est, avant même la trahison, l'infiltration qui finira par la trahison. Donc, il faut verrouiller. Parce que nous sommes déjà victimes de ça. Avec Laurent Désiré Kabila, l'histoire, tous nous savons. Vous voyez, nous avons déjà vécu ça avec Bisengimana, alors que directeur du cabinet du président, du fait président Mobutu. Vous voyez, nous avons vécu tout ça. Est-ce que vous avez vu déjà un pays au monde, dans le monde, qui va octroyer la nationalité à une communauté? Alors que tous nous savons, la demande de la nationalité est une demande formulée individuellement. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui avait concouru pour qu'on donne à une communauté, toute une communauté, mais il faut aussi qu'on se pose des questions. Il y a, sous d'autres cieux, on a vu des présidents qui n'avaient pas la nationalité de ces États-là, de père et de mère. On va peut-être prendre le cas de Nicolas Sarkozy, de Barack Obama. Ils n'ont jamais trahi leur pays. Des grandes nations qui se sont construites au fur et à mesure. Nous, aujourd'hui, le Congo, nous n'avons que 62 ans. Nous n'avons que 62 ans. La France, à quel âge? Voyez-vous? Les États-Unis, quel âge aujourd'hui? Ils ont déjà à la tête 56e président, alors que nous en comptons encore 3e. Nous sommes un État en pleine construction. En pleine construction. Et donc, nous devons déjà savoir poser les verrous aujourd'hui. Mais est-ce que vous ne craignez pas, demain, nous ayons un Congo ça puisse diviser
ça puisse vraiment être un élément diviseur des populations. Peut-être certaines, ces communautés-là, peut-être qui sont nombreuses. Je vais vous dire. Ça risque peut-être de créer des tensions. Je vais vous dire, mon cher ami. Surtout que nous sommes en période électorale. Mon cher ami, je vais vous dire, je vais évoquer l'histoire. Vital Kamerhe est président de l'Assemblée nationale. La question de double nationalité va être posée à l'Assemblée nationale. Et il y aura un grand débat. Pourquoi? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je l'ai dit, sur 100% de la classe politique dirigeant aujourd'hui, il y a 60 ou 70% ont des doubles nationalités. Et raison pour laquelle, à son temps, 60 ou 70%. Oui, je l'ai dit, 60 ou 70% détiennent des doubles nationalités. À l'Assemblée nationale. J'ai dit la classe politique. Ok. J'ai dit la classe politique. Okay. Et j'ai évoqué l'Assemblée nationale à l'époque. 2009, je crois. 2009-2010. Voyez-vous? Et c'est comme ça que le bureau Kamerhe à l'époque avait décrété le moratoire. Et aujourd'hui, moi je l'ai dit, la proposition de loi Tchani, moi je l'appuie à 100%, mais c'est une proposition qui mérite d'être étoffée encore davantage, cette fois-là, pour verrouiller les postes clés, les fonctions clés de notre pays. Un peu comme en Côte d'Ivoire qu'on a connu avec l'ivoirité, avec Alassane Ouattara. Et moi, je on pense disait qu'il est burkinabé. Ça crée une guerre post-conflit. Ça ne va même pas déranger les sensibilités au sein des communautés. Mais en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Moi, je suis Congolais de père et de mère. En quoi cette loi va me déranger? Moi, je suis Congolais de père et de mère. En quoi cette loi est mauvaise? D'accord. Et si je suis ici d'une communauté, en quoi cette loi va entre-déchirer ma communauté? Nous, les politiques, nous devons aimer notre pays. Nous devons éviter cette histoire d'instrumentalisation de nos communautés, alors que les mêmes communautés dont nous nous réclamons être partie membre, mais nous les clochardisons. Merci beaucoup. Nous les appauvrissons. C'est ça le problème. On les appauvrit davantage. Mais voilà que moi, étant qu'individu, j'amasse pas mal d'argent. Mais quand il s'agit des intérêts politiques qui me menacent à moi, je recours vite à cette communauté. Moi, je pense que ce n'est pas de cette façon que nous devons travailler pour notre pays. Nous devons construire notre nation. Le Congo est à construire. Nous devons poser les verrous pour que demain nous ayons un Congo. Mais est-ce que ce ne sont pas des Congolais de père et de mère qui ont détruit ce pays, qui l'ont affiché? Justement, ce sont les Congolais de père et de mère qui ont détruit ces pays. Mais aujourd'hui, l'homme congolais doit passer au développement mental. D'accord, mais toi... C'est l'homme congolais qu'on doit travailler. Le mental de l'homme congolais. Quand nous disons le développement du Congo, le développement du Congo, c'est d'abord le développement du mental. Mental de Congolais. Merci beaucoup pour cette belle pensée, Maître Ngoma. Kinshasa prend acte du refus de Kigali de cesser son soutien en M23 et se dit prêt à se défendre par tous les moyens. Voilà ce communiqué du gouvernement national. Maître Bazin Pembe, les résolutions de Luanda, on ne va pas les lire ici, c'est vraiment nombreux. Et en tout cas, elles sont nombreuses. Il y a 12 points inscrits. C'est vraiment... Alors, dans ces résolutions était normalement le retrait de M23, les positions occupées, cessation de soutien du Rwanda au M23. Kinshasa dit constater qu'il n'y a pas application de ces résolutions. Quelles sont les raisons selon vous? Merci beaucoup Dan pour la parole. J'ai tenté de parler ici de 17 janvier 1997 avec Laurent Désiré Kabila. Mouzé arrive. Il trouve Maréchal Mobutu au pouvoir, 32 ans de règne, avec un passé appréciable. Parce que Mobutu, on peut tout parler de lui, mais on doit se rappeler que la majorité des bâtiments que nous avions aujourd'hui en République démocratique du Congo, Kinshasa, même avec nos 26 provinces, Mobutu a laissé certaines œuvres que la majorité des Congolais ne peuvent jamais les dénier cette qualité-là. Lorsqu'il arrive au pouvoir, Mouzé arrive, il fait partie de Mobutu, nous l'avons réussi. Je me rappelle à cette date, j'étais à Kananga, le Louaboul, si je ne me trompe pas. Mais j'ai vu comment Kinshasa a accueilli Mouzé
et Sekadogo accompagné des Rwandais et des Ougandais qui veulent l'accompagner dans cette libération de la République démocratique du Congo. Il est parti, son fils, Joseph Kabila Kabange, qui a régné pendant 18 ans, il a travaillé aussi avec certains pour consolider son pouvoir. Et cette fois-là, Kabila laisse 147 groupes armés en République démocratique du Congo. Et précisément à la partie est, nord, sud, là où il y a les atrocités aujourd'hui avec des sanguinaires de M23. Kabila parti, Tshisekedi arrive. Il dit, je ne peux pas laisser les genres des choses. Il faut avoir une relation, une vision de collaboration avec certains voisins de la sous-région. Nous avions 9, si je ne me trompe pas. Il a amorcé les démarches avec le Rwanda, avec l'Ouganda, avec l'Angola, le Kenya et les autres pays. J'en passe. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Il a manifesté à tous ses collaborateurs sa vision qu'il avait dans la sous-région, d'avoir l'échange des activités économiques, la bonne collaboration entre le peuple. Parce que nous vivions dans une animosité, si je ne me trompe pas, énorme avec les Rwandais. On ne s'entendait pas. C'était des guerres de pique de gauche à droite. Il a dit non, il faut faire évacuer cette idée des Congolais, les faire voir que nous sommes appelés à vivre éternellement parce que le bon Dieu a accepté ainsi que nous soyons des pays frontaliers. Mais le Rwanda n'a pas voulu accueillir de bonne œil la vision du président de la République dans la sous-région. Félix Tshisekedi. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je suis en train de parler du régime actuel. Okay. Et il y a eu déclenchement des hostilités. Et le M23 qui a commencé ses activités. Les ADF, les Codeco et consorts. Mais il y a eu, comment on a appelé ça, la tripartite de Luanda dont vous avez fait allusion. À part ça, il y avait les négociations de Nairobi sous la supervision du président Uhuru Kenyatta. Et après là, les chefs de l'État se sont convenus. Ils ont signé un communiqué de demander au Rwanda de cesser son soutien au M23, que M23 libère des bastions, des positions occupées dans les territoires congolais. Mais il était dit aussi que si les M23 n'obtempèrent pas, la force de l'EAC va attaquer, va combattre. Mais il n'y a rien qui se fait. Là encore, c'est une hypocrisie où nous, peuples, nous dénoncions. Parce que si on a fait appel à l'EAC, c'est parce que le Congo est signateur dans les traités des communautés des États d'Afrique, l'EAC. Nous sommes membres. Parmi les 7 membres qui sont, la République démocratique du Congo aussi du nombre. C'est pourquoi on a fait appel à cet État. Mais ils sont venus, ils ne sont pas dans la logique de la guerre. Ils sont venus dans la logique des tampons, des zones tampons. C'est là où nous disons non. Mais la problématique ici, c'est de nous faire réfléchir. Que dit la Constitution de la République démocratique du Congo sur la question de la sécurité? Lorsque nous lisions la Constitution dans son article 187, si je ne me trompe pas, et là, la Constitution donne la priorité de la défense de l'étendue de la République à nos forces armées de la République démocratique du Congo. C'est au gouvernement congolais de voir. J'ai vu les communiqués. On doit s'en passer de communiquer, voir comment maintenant nous allons réagir avec une force sur terrain pour que ce peuple retrouve la paix. D'accord. Merci beaucoup, Maître Bazin Pembe. Je vais vous repasser la parole tantôt. Maître Ngoma, votre point de vue, pourquoi ces résolutions peinent à être appliquées? Même au niveau des forces de l'EAC, ne combattent pas les M23 selon l'accord. Si les M23 ne se retirent pas des positions occupées,
Ils ne combattent pas, ils sont là. Parfois, on les voit même à faire des accolades avec la M23. Qu'est-ce qui se passe? Mon cher ami, ici, la problématique, c'est de savoir la force Est Africa. La résolution donnant mandat à cette force de venir agir en RDC. Quel a été l'objectif? Tout doit partir de là. Parce que la force Est Africa, en venant en RDC, il y a eu un jeu de ping-pong en termes de communiquer. Il y a le gouvernement de Kinshasa qui nous dit que voilà, nous sommes allés prêter main forte, demander plutôt la main forte de la force sous-régionale pour nous venir en aide en termes logistiques, militaires et autres, pour donner un coup de pouce à nos vaillants soldats, les FARDC. Là, c'est Kinshasa. Mais la même force, et cette force Est Africa, là, c'est le contingent kenyan qui vont dresser un communiqué pour dire que nous ne sommes pas ici en RDC pour nous battre, mais nous allons pour le désarmement et la démobilisation. Ils jouent à quoi finalement? Mais le mal ici, la partie RDC a été représentée par qui? C'est ça la grande question qu'il faut poser. Ceux-là qui ont allé négocier, participer dans toutes ces tables de négociation, ratifier même cet accord. À Luanda, même à partir de... La signature du président de la République. À Luanda, c'était le président. C'était le président. Mais le président, ce n'est pas un dieu. Il devait être assisté. Le président s'était fait accompagner de qui? Parce que cet accord, quand vous parcourez les 12 lignes, donc les 12 lignes qui répondent des conditionnalités pour que le M23 se retire. Mais ce n'est pas clair. Je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire, c'est entre 5e ou 7e où on parle de zone tampon. Le retrait, non, on parle d'abord du retrait des forces de M23 dans leur position initiale. Alors, il fallait d'abord donner du contenu à cette position initiale. C'est quoi la position initiale? C'est quoi la position initiale? C'est là où on nous a piégés. Voyez. Et deux, dans cet accord, il n'y a pas de points contraignants de la part du Rwanda s'il ne remplissait pas ses engagements. Il n'y a pas de points contraignants. Donc moi je pense que cet accord, le gouvernement devait évaluer cet accord, point par point, pour pouvoir lever une option, celle de la guerre. Vous voyez? Mais quand on nous balance pourquoi ne pas négocier? La négociation, pourquoi elle doit être exclue? Non, c'est-à-dire, ici, même moi de l'opposition, la thèse de négociation n'est plus à jour. Pourquoi? Parce que nous avons compris que le Rwanda n'est pas sincère avec la RDC. L'Ouganda n'est pas sincère non plus avec la RDC. Et aujourd'hui, la RDC, le gouvernement doit travailler pour s'affirmer comme un État. Parce que nous sommes un pays souverain. La souveraineté de notre pays ne va que passer par l'armée. Et nous devons construire une armée dissuasive forte. Que l'armée. Que l'armée. Pourquoi j'ai dit ça? Aujourd'hui, l'ONU vient de lever la mesure sur la suspension, notification des armes, tout ça là. Or, cette décision vient de vider la substance de cette force sous-régionale, de l'EAC. Pourquoi? Parce qu'en son temps, la RDC était dépourvue, n'avait pas de moyens de s'acheter des armes. Mais aujourd'hui, nous avons maintenant le moyen. Et aujourd'hui, l'armée, sous Félix Tshisekedi, l'armée aura un budget d'1 milliard de dollars. Donc, c'est assez suffisant pour que la RDC se tape de matériel militaire afin de lancer l'assaut. Merci beaucoup, Maître Ngoma. Je vais vous passer la parole tantôt. Maître Bazin Pembe, le gouvernement s'est fait rouler, notamment par les M23 et le Rwanda, même les forces de l'EAC, les M23 et la RDC s'est fait rouler. Non, c'est fort ça. Faire coller
à un gouvernement responsable qui s'est fait rouler, je ne pense pas. Vous savez, lorsque vous êtes en face de la guerre, il y a les deux options qui sont souvent sur la table. Vous avez la première liée à la diplomatie, la deuxième liée à la force sur terrain. Le gouvernement congolais a voulu privilégier d'abord l'option diplomatique, faire comprendre à certains teneurs du pouvoir dans le monde que les Rwandais, c'est un pays voisin. Nous ne voulons pas aller dans les hostilités avec les Rwandais parce que nous serons des perdants des deux bords. Nous avions opté pour la diplomatie parce que si les Rwandais nous agressent aujourd'hui, c'est de manière aveugle. Parce que les Rwandais envient des matières premières qui sont en République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi à l'époque, les gens ont mal conçu l'opposition, cette opposition faible aujourd'hui que nous avions sur le terrain. Ils ont mal interprété le fait par le président de la République d'appeler Kagame son frère, le fait par le président de la République d'approcher les Rwandais, avoir les accords avec les Rwandais sur l'exploitation de nos matières premières. Les chefs étaient dans la logique d'un partenariat gagnant-gagnant. Cessons les hostilités, faisons profiter au peuple les matières premières que nous avions dans les sols. Mais Kagame n'a pas voulu entendre de cette oreille. Kagame n'a pas voulu entendre de cette oreille. Et j'aimais que mon frère Ngoma nous rappelle tous sur certaines contraintes que la République démocratique du Congo était opposée. Nous avions les difficultés dans ces pays pour nous procurer même un Kalachnikov. Parce que nous avions les régimes d'interdiction. Maintenant que ces régimes est élevé, maintenant que nous avions la loi de programmation militaire en République démocratique du Congo, maintenant là que nous avons une politique de défense en République démocratique du Congo, maintenant là que nous avions recruté dans l'armée, et l'option, la meilleure des options qui nous reste, est de se faire, d'avoir les moyens financiers, de mettre à la disposition de nos forces armées, avec les matériels que nous pouvons nous procurer, pour déclencher les hostilités contre les Rwandais. Parce que nous, les Rwandais ne veulent plus entendre. Pour les Rwandais, il faut déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo. Pour les Rwandais, pas question de la paix en République démocratique du Congo. Pas question que le Congo parle de la paix parce qu'ils vont émerger de plus que nous les Rwandais. Et nous n'allons pas entendre de cette oreille. Nous n'allons pas hypothéquer notre souveraineté pour une petite nation qui est en train de nous envier. Alors comment se fait-il que ça fait plusieurs mois que ces rebelles occupent toujours ces mois si l'option militaire est-elle privilégiée? Je l'ai dit ici, j'étais complété par Ngoma. Moi, personnellement, j'ai fait confiance à la force extérieure qu'on a fait appel par mon pays. Je me suis incliné. Mais je suis en train de constater à la longue que cette force n'est pas en train d'aider les Congolais. Vous l'avez rappelé ici, les accolades entre les M23 et certains, comment on les a appelés, les soldats kenyans qui sont venus de l'EAC. On a vu les M23 nous aveugler. On a vu M23 tromper la communauté internationale. Même l'EAC qui est sur terrain, qu'ils ont laissé Kibumba. Qu'ils ont laissé les cas de... comment on a appelé ces cas ici? Je perds bien encore le nom. Mais alors que les M23 occupent encore, jusqu'à la preuve du contraire, Kibumba et les autres localités qu'ils ont prétendu dire que non, ils ont quitté. Et ils sont en train de renforcer leur mouvement à l'est du pays. Donc, ils sont dans la logique de nous attaquer. Et nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons répondre de manière incroyable. Et je suis confiant à notre armée.
Mais il y a aussi un message pour chuter. J'aimerais ici rappeler au peuple congolais, même à nos frères de l'Est, que l'armée ne peut pas gagner la guerre seule. Même lorsqu'il y a des services de renseignement dans un pays, les services de renseignement collaborent, travaillent dans l'unité avec le peuple. Donc, le peuple doit être aussi flexible à dénonçant certaines informations, en donnant certaines informations. Parce que lorsque l'ennemi entre, la première des personnes qui voient l'ennemi, avant que les militaires voient l'ennemi, c'est d'abord ces peuples-là. Mais si ces peuples ne parviennent pas à dénoncer, ils sont en connivence avec les M23, avec les ADF, avec les Codeco, nous n'allons pas gagner si vite la guerre. Mais s'il y a une bonne collaboration, il y a une bonne sensibilisation sur le terrain, 1 mois, 2 semaines, c'est trop pour qu'on en finisse une fois pour toutes avec ces sanguinaires. Maître Ngoma, la solution ultime, comme vous l'avez dit, c'est la guerre. Mais entre-temps, les M23 sont toujours là, les forces de l'EAC. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les renvoyer chez eux, finalement. Il faut renvoyer les forces de l'EAC qui sont sur le terrain. Moi, je pense les forces de l'EAC... Ils sont inutiles. Sur le terrain, mais leur présence est inefficace. Sous la barbe de cette même force sous-régionale, on a compté combien de morts congolais? Combien de Congolais sont tués? À un moment donné, le gouvernement doit s'arrêter et évaluer tout ce processus de paix. Nairobi 1-2, Luanda 1-2-3. C'est comme ça que nous devons évoluer. Vous voyez, moi, je l'ai toujours dit et je persiste là-dessus. Le M23, il n'y a pas question de les caresser. Le M23 mérite à être traqué et condamné en RDC pour l'atteinte à la sécurité de l'État. Ils doivent répondre de leurs actes devant la justice congolaise. Pourquoi? Parce qu'ils ont sémé la désolation. Ils ont commis des crimes ici. De familles entières tuées. De mamans, nos femmes, contraintes à du déplacement dans la forêt. Et ça, c'est le M23. Et c'est le même M23 qu'on va supplier de quitter notre sol et qui vont réparer les dommages causés. Qui vont le réparer? C'est pourquoi, moi, j'interpelle le gouvernement de nous mettre les moyens logistiques en place, de nous organiser les fronts pour que le M23 soit traqué. Voyez-vous? Parce que quand nous leur demandons de se retirer, mais attends, c'est lui qui porte les armes, n'attend que le bruit des bottes et des armes. Alors, comment ceux-là, par bonne volonté, ils peuvent se retirer? Non. Et regarde surtout leur montée et leur influence. Ils vont se retirer de cette localité de Kibumba. Kibumba, oui. Kibumba. Mais ils vont poser le préalable. Que nous allons faire la remise et reprise rien qu'avec la force de l'EAC. Et ils ont même défié notre armée. Ils ont dit on ne veut pas voir les forces armées congolaises sur le sol. Vous voyez ces rapports de force. Voyez ce que cette montée et l'arrogance même, je vais dire, de ces M23. Moi, je pense que le gouvernement, en tout cas, je demande, parce que là, c'est la responsabilité de notre gouvernement. Quand un gouvernement n'arrive pas à protéger ses concitoyens, c'est un gouvernement qui mérite à être mis de côté. Vous voyez, parce que c'est parmi les missions régaliennes de notre gouvernement. Et ici, j'interpelle plutôt le gouvernement et le chef du gouvernement, M. Samalou Konde, de pouvoir travailler pour qu'aujourd'hui, la RDC puisse lancer l'assaut pour traquer toutes ces forces négatives à la force de l'EAC. Nous, notre position est connue. Nous avons exigé depuis longtemps le retrait de cette force. Vous voyez, le retrait de cette force de l'EAC. Nous ne voulons plus de ça. Ils doivent partir. La RDC lui-même doit se défendre. Vous voyez, mais aussi, pour que nous lancions la guerre avec le M23 et le Rwanda, à la limite, nous devons réformer notre ANER, notre service, l'Agence nationale des renseignements. Aujourd'hui, cette agence est obsolète. Nous devons passer à des réformes de fond pour que la RDC puisse avoir une agence d'intelligence dotée, dont des moyens logistiques, technologiques,
et aussi le moyen. Parce que une agence d'intelligence, sans moyens, il ne fera rien. Sans technologie logistique, cette agence ne fera rien. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'ANER ici qui traque nos concitoyens dans de Carrefour ici. Vous êtes sur Victoire parce que vous faites la copie, vous levez une copie, voilà, il y a un monsieur qui sort, monsieur, montrez-moi la copie que vous faites. On vous voit avec votre sac à gauche, à droite, au niveau des ronds-points Gaba, voilà, monsieur, c'est moi l'ANER, c'est moi ceci, c'est là. Merci beaucoup, Bertrand Ngoma. On va prendre 3 minutes chacun pour clôturer l'émission sur la question dans l'enrôlement des électeurs. À presque une semaine de la fin, dans la zone ouest, est-ce que le dépassement peut-il conduire à un glissement dans l'organisation des élections? Voilà. Il y a eu beaucoup de plaintes pendant ces périodes d'enrôlement. Maître Ngoma, est-ce que le dépassement de la... C'est Bazin. Maître Bazin, pardon. Maître Bazin. Ce dépassement-là peut-il être à la base d'un possible glissement de la date de l'organisation de l'élection? D'abord, il y a une volonté très manifeste dans les chefs de la population congolaise d'aller aux élections. À part ce fait-là, il y a aussi un fait vrai, un constat, que la population est déterminée à changer, oui, je peux dire transformer la classe politique congolaise et aussi à donner une autre image à cette Assemblée nationale qui n'a pas fait un travail que le peuple congolais attendait. Et tous ces éléments passent par les élections. Parce que l'article 5 de notre Constitution est clair. Les pouvoirs, c'est l'émanation du peuple. Donc, de ce côté-là, nous sommes déterminés. Et je peux citer par un autre élément, le peuple n'est pas d'accord pour qu'il y ait un glissement dans ce pays. Le peuple congolais ne veut pas entendre. S'il y a cette volonté mineure dans les acteurs politiques... Mais il y a des bureaux qui sont toujours bondés de demandes quand on se rend compte qu'il reste pratiquement une semaine. Les risques d'aller au-delà d'un mois est vraiment assez évident, on peut se dire. Non, c'est une évidence. C'est une évidence. Et même le bureau Kadima, j'ai suivi M. Kadima il y a 3 jours, c'est sur Top Congo, permettez-moi que je cite le nom. Il a dit, s'il y a encore les électeurs, qu'est-ce qu'il dit, il y a encore les gens dans les bureaux d'enrôlement, ils vont laisser tous ces gens obtenir leur carte parce que c'est un droit qu'on ne peut pas ravir à quelqu'un. Donc, de ces côtés-là, soyez-en rassurés qu'il y aura un bonus des jours qu'on va ajouter pour qu'on prolonge la sous le préalable du PPRD notamment, il y a la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Ils ont fait allusion aux questions de l'Est, partis à ce qu'ils sont entre guillemets, ils sont encore entre les mains des rebelles. Est-ce que c'est vraiment plausible que ces partis seront entre les mains des autorités avant décembre? Non, ne donnons pas oreille à ces faux fuyants de nos amis du PPRD. Vous savez, en 2006, tous nous avions condamné nos amis de l'IDPS. Même certains au sein de l'IDPS n'ont pas digéré les messages de boycott des élections. Et la carte d'électeur que nos amis de l'IDPS n'ont pas pu obtenir en 2026, cela a été un préjudice pour certains. 2006 pour certains. Ça a été un préjudice pour certains. Et ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, lorsqu'IDPS a lancé ces messages de boycott, nous avions entendu la province du Congo central relayer les messages, dit oui, nous n'allons pas nous faire enrôler. Les grands Kassai à l'époque, Kananga, Bujimai, Chikapa et les autres contrées, même Lumbashi, certains de l'IDPS qui étaient à Lumbashi. Mais depuis que nos amis du PPRD ont lancé ces messages, quelle est la province, même la commune, même les quartiers, même l'avenue qui a accédé à ces messages? Donc c'est un message d'intox
un message de créer un dialogue, alors que le Congo n'a pas, au premier mandat du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, chercher un dialogue, chercher un glissement. Mais ça, c'est pas tolérable, c'est inacceptable. Merci beaucoup. Maître Ngoma, il y a certaines langues qui présagent déjà un glissement, un dépassement. Votre lecture, à l'allure où vont les choses, vous êtes aussi de ceux qui pensent qu'il y aura glissement. Ou bien, vous êtes aussi de ceux qui sont certains que bien, il y aura bel et bien élection dans la... Parce qu'il y a des Congolais qui sont certains que nous aurons élection. Vous êtes dans quel camp? Mon cher ami Dan, laisse-moi vous dire que M. Denis Kadima représente un grand danger à mes yeux pour notre nation. M. Kadima n'a rien fait en termes de sensibilisation de la population pour s'approprier de ces processus électoraux. La gouvernance électorale en RDC sous Denis Kadima pose problème et c'est instable et infiable. Je sais pourquoi je vous dis ça. Prenons la courbe. En 2006, le taux de participation des électeurs désenrôlés était à 76%. En 2006. En 2006. Alors que là, nous étions dans une phase d'apprentissage à la démocratie. En 2011, nous avons chuté. En 2011, le taux de participation, c'était à 57. Là, nous commençons déjà à chuter. Nous sommes partis de 2 tours à 1 tour. À 2 tours à 1 tour. 2 tours à 1 tour. Ça cassait le long. Et cependant que la communauté ou les populations congolaises devaient s'approprier de ces processus. Mais toujours l'homme politique, à cause de ces calculs politiques, repousse les Congolais à s'approprier de ces processus. Résultat, nous avons eu 57% de taux de participation. En 2018, le taux de participation est basculé en 42%. Alors, en 2022, en 2023, les taux, nous en serons à combien? Est-ce que Denis Kadima se pose cette question? Nous-mêmes, la classe politique, est-ce que nous avons le temps matériel de réfléchir, d'évaluer le processus électoral depuis 2006 jusqu'au jour d'aujourd'hui? 3 cycles électoraux. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Nous avons avancé en termes démocratie, ou nous avons baissé, régressé? C'est là qu'il y a le problème. Je prends ici les inscriptions de vote. Kinshasa, la CENI attend enrôler 6 millions des électeurs pour la ville-province de Kinshasa. Mais au moment où nous tenons cette émission, la CENI pour la ville-province de Kinshasa n'a enrôlé que 400 000. 400 000 à Kinshasa. 400 000. Non, Kadima dit nous sommes déjà dans les millions. Non, dans les millions quand vous prenez la première zone opérationnelle. Parce que la première zone opérationnelle comprend 10 provinces. Et ici, je parle de Kinshasa. 6 millions. Mais on a enrôlé à 8 jours de la fermeture des opérations, ils n'ont enrôlé que 400 000, à moins même de 10%. Ça, ce sont vos chiffres. Hein? Vous avez les statistiques. Non, je suis politicien, c'est pourquoi j'ai réfléchi comme ça en termes de statistiques. La CENI n'a pas encore donné les même statistiques. Kadima lui-même, chiffres, sur le zone de Top Congo, Kadima incapable de nous produire les chiffres nets et clairs. Il vous dit, jusque-là, nous avons déjà plus de 1 million d'euros. Comment donner les chiffres alors que les opérations sont en cours? Attendez. Quand vous organisez les opérations, vous pouvez chronométrer. Par exemple, partant de telle date à X date, voilà, nous avons enrôlé autant de candidats, autant d'enrôlés. Mais Kadima n'a pas dit ça. Merci beaucoup. Kadima est allé, lui-même n'avait pas confiance à des chiffres qu'il étayait. Donc, pour chuter, ici je voudrais rappeler à nos amis du pouvoir, le processus électoral, ici, émaillé déjà de plusieurs contestations, par manque d'un consensus. Les parties prenantes doivent se retrouver pour donner plus de confiance
à ce processus. Vous voulez un sans dialogue? glissement. Parce que là, Vous voulez un nous dialogue? n'avons même pas le temps de glissement. Vous avez, Si seulement les besoin acteurs- d'un dialogue non, alors? si seulement les acteurs politiques se D'accord. Ça, réunissent, c'est impossible. si seulement le parti politique C'est pas faisable, s'est ça. retrouvé. D'accord. Vous voyez, Merci. on va élaguer tout ce qu'il y a comme zone d'ombre. Pour parler Et quoi? puis les politiques Nous peuvent avions déjà décider. la loi électorale, Merci l'enrôlement a beaucoup. commencé. Mais la loi électorale, nous Vous en parlez avons, quoi? oui. Mesdames et Mais messieurs, la gestion, la gouvernance électorale pose problème. La régie me Pose dit problème. que la régie m'annonce que c'est notre temps est épuisé. Merci beaucoup. Donc nous devons malheureusement arrêter l'émission. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain pour clôturer notre semaine. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Nous vous disons au revoir, portez-vous bien, à la prochaine. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, avec de l'eau chaude ou du lait. Profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com.